Salut, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien et donc on se retrouve pour une nouvelle interview. Donc ce sera l'interview de Mathieu Grant, donc ce sera en deux parties. Alors Mathieu, c'est un magicien professionnel lyonnais et donc dans cette première partie, on va voir un petit peu son parcours, comment il a découvert la magie, également comment il a basculé pour passer en fait magicien professionnel. On parlera aussi de la gestion des spectateurs, également comment il aborde un groupe. Il va vous donner la technique qu'il essaie de développer et c'est intéressant. Et aussi, on parlera des souvenirs marquants, ses souvenirs marquants en tant que magicien. Donc voilà le programme de la première partie. Donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. Allez, bon visionnage. Salut Mathieu, déjà merci d'avoir accepté l'interview. Merci à toi, Anthony, de m'accueillir sur ta chaîne et pour cette interview. Ça Et fait plaisir. voilà, et je commence toujours pareil, mais est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours par rapport à la magie pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr, alors, c'est sûr que c'est important que je me présente parce que je suis absolument pas connu du milieu des magiciens et je pense que ton audience est plutôt des magiciens, du moins c'est ça, ça tend vers ça de ce que j'ai vu sur ta chaîne. Alors, je m'appelle Mathieu Grande, j'habite à Lyon, je suis magicien maintenant professionnel à plein temps depuis, allez, je vais dire 3, 4 ans, peut-être 5. J'ai fait beaucoup ça en plus d'un autre job avant. Et j'ai débuté la magie en réalité il y a à peu près 13, 14 ans. Je compte plus trop le nombre d'années, mais voilà, depuis ce temps-là que je fais de la magie. Ouais, et t'as découvert du coup la magie comment? Et ben donc vu que ça fait pas très longtemps que je fais de la magie, j'ai pas découvert avec la fameuse boîte de magie que beaucoup ont reçue sous le sapin. Et c'est vraiment un coup de hasard, une soirée entre amis. Il y avait une personne que je connaissais à peine qui m'a fait quelques tours de cartes et ça m'a tout de suite attiré. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis très rapidement allé acheter mon premier bicycle et le DVD de Bernard Billis dans la boutique de magie à Lyon à l'époque qui s'appelait Magic Boutique. Et j'ai mis le DVD, j'ai commencé à regarder et en fait j'ai tout mis de côté pendant quelques mois parce que c'était pas du tout ce que la personne m'avait présenté. Je trouvais que c'était un petit peu entre guillemets avec tout le respect que j'ai pour Bernard Billis, le DVD de cette époque-là était très poussiéreux. Je me mets à la place aujourd'hui d'un jeune qui a ce DVD, La magie des cartes. Le contenu est génial, hein. J'en suis persuadé, je l'ai re-regardé plein de fois depuis, mais ces premières images qui sont en fait tirées de VHS qui datent des années 90, voire peut-être avant, je sais pas exactement la date d'édition, ça m'avait vraiment rebuté. Donc ce que j'avais fait, j'avais contacté donc la personne qui m'avait fait des tours en lui demandant oui mais où c'est que tu as appris tout ça. Et lui il m'avait prêté des DVD de Brad Christian de Illusioniste. C'est les DVD où il présentait l'ambitieuse un peu street magic et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à apprendre mes premiers tours de cartes. Et après je suis revenu sur la magie des cartes de Bernard Billis parce que bon il y avait la facilité de compréhension avec le français et je me suis détaché de l'image pure où on le voyait sur ces images très vieillottes que l'on connaît tous, parce que je pense que tout le monde a un peu vu ces DVD. Donc voilà un petit peu le début de la magie que j'ai appris. Et, et par chance, en fait, je travaillais en informatique et dans la boîte où je travaillais, il y avait un de mes collègues qui était un ami d'enfance de la femme de Yves Doumergue, magicien sur Lyon, qui allait ouvrir une boutique et une académie de magie. Donc j'ai été dans les premiers inscrits à cette académie parce que j'avais eu son numéro dès l'ouverture et j'ai pris 2 ou 3 années de cours dans cette académie. Alors c'était des cours du soir avec des amateurs qui viennent apprendre la magie. Tout le monde a un niveau différent, tout le monde a une implication différente. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait plusieurs professeurs. Donc il y avait Yves, il y avait Sylvain Castor, il y avait Thibaut Martinand et Christian Rode. Et donc, ça faisait un panel de personnes qui nous donnaient de l'information et qui nous montraient des choses complètement différentes. Et c'était très instructif. Et donc, ça a un peu créé mon parcours. Et c'est en voyant Yves et Sylvain qui, eux, étaient pros dans le milieu événementiel, on va dire, privé, ça m'a donné envie petit à petit de tendre vers ça. Donc, très rapidement, je me suis retrouvé à faire des prestations, d'abord dans des pubs, dans des bars, dans des restaurants, puis après en entreprise. Voilà. Ouais. Tu parlais de la découverte. Parce que c'est une question que j'ai jamais posée encore. Est-ce que tu as eu une désillusion, entre guillemets, au fait de dire, enfin, où tu savais déjà, mais ah, ça fonctionne comme ça? Ou est-ce que c'est au contraire, ça te motivait à en savoir plus, quoi?
Alors, j'ai eu je suis pas, on passe, je pense qu'on passe tous par tous les stades. Même aujourd'hui, souvent, quand on voit le nouveau tour qui sort, on regarde la vidéo, on se dit ah ça a l'air super. En fait, je pense qu'en tant que magicien, on a aussi nous envie de rêver et de voir quelque chose de vraiment magique. Et des fois, quand on reçoit le produit ou quand on regarde l'explication, on se dit ah ouais c'est ça. Et on est un peu déçu, mais à la fois quand on se met à le faire, là, on reprend le sourire, on se dit, je vois la réaction que j'ai eue ou que j'aurais voulu avoir en ouvrant ma boîte et en me disant, oh tiens, ah ben non, en fait, que c'est que ça, c'est pas de la vraie magie, c'est un truc, mais ça reste super, quoi. Donc oui, il y a plein de moments où euh, on est un peu déçu. Moi, je regardais, à une époque, j'ai regardé toutes les vidéos de Chris Angel et compagnie. Et en fait, quand on voit qu'il y a une grosse partie où c'est de la télévision, on a des acteurs, on a des comédiens, on a tout ça. Alors ouais, c'est décevant, mais en même temps, c'est un peu, c'est ce monde de spectacle, c'est de la télévision. Donc il faut garder le sourire et puis essayer de faire des choses qui nous plaisent, quoi. Oui, parce qu'il y a aussi ce sujet, c'est vrai, la télévision, il y en a, enfin, en tant que magicien, puisqu'on voit que il y a des choses, c'est pas possible parce que c'est que t'es, enfin bref. Mais Voilà. est-ce que c'est gênant pour un spectateur? Après, c'est gênant si le magicien qui fait ça à la télé, on lui dit, je sais plus que c'est qu'en parlait il y a pas longtemps, on lui dit est-ce que tu peux le refaire? Il va dire non. Là, il est un peu, on va dire, mais je pense qu'on est tous à voir quelqu'un dire ah j'ai vu tel magicien à la télé, c'est fou ce qu'il fait. Mais est-ce que juste, Ça, c'est un truc qui arrive hyper souvent dans les prestations. Les gens me disent, ah oui, j'ai vu une vidéo de Dynamo, il prend l'iPhone, bam, il le met dans une bouteille. Et c'est euh, c'est marrant. Et en même temps, après, c'est juste une histoire de discours. Comment on parle avec les gens, comment on leur montre que c'est une émission de télé, qu'il n'est pas rentré dans n'importe quel magasin, il n'a pas pris n'importe quelle ampoule et il l'a allumé dans les mains du spectateur, que ça a été préparé. Mais en même temps, c'est pas grave parce que moi, je trouve que ça vraiment une opportunité pour les magiciens, c'est que ça met les projecteurs sur la magie. Et ça, je trouve que c'est bien parce que je pense que tous les magiciens qui le font en pro ou en semi-pro se rendent bien compte qu'en ce moment, la magie a le vent en poupe. Alors quand je dis magie, je parle magie au sens large du terme. Ça veut dire que magie, mentalisme, tous les arts autour de la magie, même l'hypnose, ça a vraiment le vent en poupe. Il y a de plus en plus de demandes, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent et qui veulent booker ce type de prestations. Donc je pense que c'est vraiment hyper intéressant. Et après, en soi, il y a des années de ça, David Copperfield faisait disparaître la Statue de la Liberté à la télé. Donc les magiciens qui faisaient de la magie à cette époque-là, ils devaient entendre ah, on a vu David Copperfield, il a fait disparaître un train, il a traversé la Grande Muraille. Là, c'est Dynamo qui met un téléphone dans une bouteille. C'est dans Diversion, Victor Vincent qui fait une prédiction complètement impossible. Alors, bien sûr que des fois, au montage, ça a été coupé, mais n'empêche que ces mecs qui sont dans ces émissions-là, ils en sont pas là pour rien, c'est qu'ils ont travaillé correctement, il y a une vraie réflexion. Donc, si le montage est des fois un petit peu, on va dire, embellit les choses, pour nous, c'est pas dramatique. Voilà ma vision des après choses. aussi, ouais, il y a aussi la question, et c'est pour ça que je vais te parler, du fait que quand on te pose cette question-là, en fait, qu'est-ce que tu cherches à faire? Est-ce que, mettons, bon, t'as répondu déjà, mais t'expliques que c'est pas réellement la chose? Enfin, en gros, est-ce que tu démontes un peu, mais sans non plus fracasser, le, le magicien qui fait ça à la télé? Ou est-ce que tu dis, ouais, ben, il est fort, ou tu vois, tu rentres dans le. Alors, moi, généralement, la première approche que j'ai avec ça, c'est que Euh, je dis que oui, j'ai vu ou j'ai pas vu ce tour, que de ce qu'on m'en en dit, ça a l'air impressionnant. En même temps, je connais souvent, c'est tout le temps les mêmes noms qui sortent. Ça va être Dynamo, on nous parle de Darren Brand, on va nous parler à la télé de nous dire ah l'autre jour un incroyable talent, la personne qui a fait léviter la bague, c'était incroyable. Donc, en fonction dans le contexte ce que ça se passe, moi ça m'est déjà arrivé quelque temps après que Antonio ait fait la lévitation de la bague à Incroyable Talent, d'être en prestation et de me dire et d'entendre quelqu'un dire ah on a vu quelqu'un il faisait voler une bague tout ça. Et donc bah là si l'opportunité le permet de dire ah bah ah oui ça vous a plu bah tenez prêtez-moi une bague, on commence par autre chose, un autre effet pour pas aller tout de suite directement là et puis hop on balance sa petite lévitation de bague et les gens le voient en live, ils sont tout contents
et ils se disent, ben, on vient de voir en vrai ce qu'on a vu à la télé. C'est sûr que prendre la canette de bière et mettre le portable, ça, moi, je peux pas le faire. Physiquement, aujourd'hui, j'ai pas la méthodologie et de le faire tel que le Dynamo le présente. Mais en soi, ça sert à rien de le démonter et de dire oui, c'est tout truqué, c'est compagnie. C'est voilà, comme je dis, ils en sont pas là pour rien, c'est bien et ça n'empêche pas d'aller faire quelque chose d'intéressant. Par exemple, moi, si ça, dans le contexte où la personne me dit ah, j'ai vu un magicien, il mettait une bouteille, un téléphone dans la bouteille, je vais essayer de me dire bah tiens, si je suis à une table, si à ce moment-là je peux faire traverser la bouteille à travers la table, la routine de Étienne Pradier dans son DVD, bah, je vais le faire parce que je sais que c'est un effet qui sera très fort et que les gens vont se dire ah, je lui avais parlé de quelque chose avec la bouteille, donc je raccroche tout de suite un effet autour d'une bouteille ou quelque chose comme ça, ou la pièce dans la bouteille. Voilà. Trouver quelque chose, ça sera peut-être pas aussi impressionnant que ce qu'il a vu dans la vidéo, mais au moins, je joue avec le contexte dans lequel il est et c'est lui qui le vit. Oui, après, ça peut dépendre aussi du spectateur parce que peut-être, au contraire, ce sera plus fort. Parce qu'il y a des spectateurs, des fois, qui ont toujours le doute. Ils se disent oui, mais c'est à la télé. Alors que là, Sûr. ils vont voir, par exemple, un effet similaire, mais en vrai. Donc voilà, c'est ça qui est bien. Moi, j'ai un avis qui est que, contrairement à d'autres disciplines artistiques, par exemple, je prends le jonglage, moi j'ai fait du jonglage quand j'étais plus jeune. Si demain dans la rue tu croises quelqu'un qui jongle avec 3 balles, ça va te paraître quelque chose de normal. Même s'il le fait très bien, ça va te paraître quelque chose de normal parce que 2 jours avant, à Incroyable Talent, il y a un mec qui en avait 8 et il le faisait, c'était incroyable, c'était pile poil en rythme sur la musique. En magie, tu vois un truc incroyable à la télé, mais tu te dis, j'y étais pas, donc je sais pas comment ça a été monté, je sais pas comment ça a été filmé, et il y a forcément eu des raccords ou des complices et tout ça. Quand les gens sont en face, bah, même si le magicien est même un peu des fois médiocre ou pas très bon, ils sont en train de le vivre et ce qu'ils n'ont pas vu ou ce qu'ils vivent là à ce moment-là, s'ils voient pas le truc, ils se disent waouh, c'était incroyable. Ouais, ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est la méthode qui est secrète pour que la magie Voilà, fonctionne. Donc c'est vrai que la télé, c'est d'autres méthodes. Bon, en tant que exactement. magicien, ça peut pas plaire à certains, mais c'est normal parce que si voilà, c'est en concurrence avec ce qu'ils peuvent faire et donc ce sera peut-être moins fort ce qu'ils vont faire. Mais ça reste une méthode qui est cachée et donc qui permet d'arriver à l'effet, quoi. Je Ouais. pense aussi qu'il y a beaucoup de magiciens qui disent ah, ce qu'on voit à la télé, ce que fait un tel, le monde. Je prends l'exemple du mentalisme, je fais pas mal de mentalisme. Ah oui, ben là, ils utilisent du pré-show, etc. Tout ça. Les gens, ça les frustre, mais il y a aussi peut-être une part cachée de jalousie, de se dire, oui, mais moi aussi, j'aurais pu faire ça. Par exemple, Gus, il habitait sur Lyon il y a quelques années, je le connais un petit peu, pas super bien. Il est à la télé, il y a des fois où je me suis dit, ah d'accord, il fait telle routine de cartes, bah, tout magicien qui a un petit peu de bagage pourrait le faire. Mais il a raison. Moi, je dis, il a raison de le faire parce que ça marche. Et en fait, ceux qui disent, ouais, mais bon, t'as vu Gus, il fait juste une ambitieuse à la télé, il y a une part de jalousie, entre guillemets, parce que oui, tous les magiciens sont capables de faire une ambitieuse, mais tout le monde n'a pas la présence, ni le charisme, ni tout ce qu'il faut pour arriver, et ni la volonté pour arriver à le faire bah, devant des célébrités, à la télé, avec des conditions où tu es filmé dans tout. Il y a une pression à gérer, tout ça. Donc moi, je dis toujours chapeau. Faut, ils y sont pas pour rien, moi, je pense. C'est toujours ça. Hein. On peut dire ce qu'on veut, peut-être qu'il y a du piston ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas que ça. Oui, et puis de toute façon, la cible, ça reste les spectateurs Exactement. lambda qui ne connaissent Exactement. rien, donc faut pas se tromper Donc, de cible non plus, ouais. et, et, encore une fois, moi je pense que ça valorise n'importe quel magicien qui fait une routine d'ambitieuse à la télé. Si les gens ils font waouh à la télé, 2 jours après, s'ils sont à un mariage ou à un anniversaire ou à un cocktail d'entreprise et qu'il y a un autre magicien qui leur fait une ambitieuse, ils vont vivre le truc qu'ils ont l'impression d'avoir vu à la télé, donc ça devient encore plus incroyable. Parce qu'ils se disent ah oui, mais là c'est vraiment devant mes yeux, je suis pas derrière mon écran dans mon canapé. Donc je pense encore une fois, ça nous valorise. C'est une vraie chance qu'en ce moment, il y ait les émissions type Diversion, Incroyable Talent. Ça donne vraiment de la lumière sur la magie et voilà, je trouve ça vraiment cool. Ouais, non. On va parler du coup un peu plus, puisque tu es passé, on va dire, pro maintenant. Ouais.
qu'est-ce qui a motivé enfin, ce passage-là? En fait, je pense que moi, quand j'ai commencé la magie, ce qui m'a tout de suite intéressé, c'était la possibilité que ça permettait en termes de contact avec le monde entier, en fait. Parce que quand tu es magicien, tu peux aller rencontrer n'importe qui à n'importe quel endroit, de n'importe quelle culture, très facilement, en leur présentant quelque chose. Et ça facilite clairement le contact. J'en parlais l'autre jour avec un copain magicien, je lui disais... euh, c'est super facile pour nous, même dans un bar, de se dire bah, tiens, j'ai un jeu de cartes et je vais voir deux, trois autres tables et leur faire quelques tours. Mais si j'avais pas ce jeu de cartes et que j'y allais juste en tant que moi et leur dire bonjour, je suis informaticien, les gens n'auraient pas cet intérêt. Ils vont pas tout de suite s'intéresser. Donc, c'est quelque chose qui valorise énormément les magiciens. Donc, c'est ce qui peut aussi des fois créer un peu d'ego. Mais moi, c'était ce côté dynamique sociale qui m'intéressait, ce côté approche des gens dans leur, pas intimité, mais dans leur groupe, alors qu'ils t'attendent pas. Et tu viens, tu les surprends et tu vas jouer avec eux pendant un quart d'heure, 5 minutes. Et c'est assez intéressant, en fait, je trouve, cette démarche-là. Ouais, oui, oui. Mais après, voilà, du coup, tu as fait ça, mais je veux dire, tu parlais que tu faisais de la magie à côté du boulot et tu as Ouais. décidé de basculer entièrement. Est-ce que tu n'avais pas peur aussi que, enfin, je sais pas moi, la passion s'éteigne ou... Alors, globalement, moi, je suis un passionné depuis que je suis gamin. J'ai quasiment jamais travaillé dans d'autres secteurs qui sont mes passions. Avant, j'étais passionné d'informatique quand j'étais gosse. J'ai travaillé 10 ans dans l'informatique avant de devenir magicien pro. Et forcément, quand tu travailles dans un domaine, bon bah c'est plus exactement la même passion que t'as. T'es pas, tu vas moins bricoler ton informatique. Et aujourd'hui, en tant que magicien, là, pendant peut-être un an et demi, il y a eu un moment où bah, je travaillais quasiment plus de nouveaux tours. J'étais vraiment sur euh, mettre en valeur d'autres choses, un peu plus la partie personnage, théâtralisation, tout ça, plutôt que me dire, ah bah tiens, je vais encore travailler un énième tour de cartes ou une énième disparition de pièces, etc. Et depuis quelques mois, je me remets vraiment à retravailler de la technique, à reprendre de la culture, à me regarder beaucoup de DVD, lire beaucoup de livres, histoire de me remettre dedans, parce que je prends du plaisir à ça. Mais je pense que c'est par phase, en fait. C'est important de se dire, bon, là j'ai un socle solide, je l'utilise, parce que de toute façon, en répertoire professionnel, on va utiliser quelques tours qu'on va faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'avantage aussi d'avoir un gros bagage technique, c'est que tu peux improviser assez facilement parce que t'es en soirée, bon, t'en as marre de faire tes routines classiques, tu vas faire piocher une carte, puis tu vas y aller comme tu veux, tu la retrouves où tu veux, comme tu veux, et c'est hyper intéressant parce que c'est aussi là que ça va te donner des idées de te dire, ah bah tiens, cette routine, ça a bien fonctionné, ou ces effets que j'ai mélangés au hasard, donc je vais essayer de la restructurer, de la faire un petit peu mieux. Moi, c'est un petit peu ma façon, plus ou moins, des fois, de concevoir mes tours. C'est de me dire, là, je vais improviser, je vais partir. En tout cas, sur la magie, on va dire, plus traditionnelle, cartes, pièces et tout ça. Je vais partir un peu dans tous les sens et après, je vais analyser ce que j'ai fait, essayer de me dire pourquoi ça a fonctionné, est-ce que c'était cohérent ou pas, et essayer de réajuster tout ça. Ouais, je vais revenir sur ça. Il y a juste une question que je pose tout le temps et je vais te la poser du coup. C'est pour toi, qu'est-ce qu'un bon magicien? Et ça, c'est une super difficile. Euh, Je pense qu'un bon magicien, c'est quelqu'un qui, avant tout, ne fait pas de la magie pour se valoriser, mais fait de la magie pour faire plaisir au public à qui il fait de la magie. C'est trop facile. Je pense que c'est trop facile en magie, entre guillemets, de devenir, encore une fois, tout puissant parce que je sais faire une technique pour changer une carte et que tout le monde autour de moi fait waouh. Mais en soi, ça change pas le monde, hein, c'est juste un change de carte. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'est-ce qu'on transmet aux autres quand on fait un tour. Parce que la magie, encore une fois, il y a des millions de façons d'aimer. Il y a des gens qui aiment la magie, mais qui en présentent jamais à personne. Parce qu'ils aiment dévorer les livres, connaître les astuces. Ils sont très bons techniquement devant leur miroir, mais ils sont pas capables de faire un tour correctement à un public parce qu'ils sont pas à l'aise avec ça.
mais ils ont une autre façon d'aimer la magie. Et je pense que être un bon magicien, c'est pas forcément de performer super bien, mais d'être dans le respect et de savoir que ce qu'on fait, c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour ceux qui vont le regarder en partie. On peut se faire plaisir en utilisant des techniques très compliquées, mais c'est pas, c'est plus pour ça, c'est pour se faire plaisir à soi. Le spectateur, que tu utilises un clip shift ou une levée double, bon, lui, il voit pas la différence. La carte, elle a changé, entre guillemets. Ouais, ouais, non mais ok. Donc je vais quand même continuer par rapport comme j'ai un pro, je vais poser des questions par rapport à ça parce que j'en ai eu d'autres mais j'ai pas pensé. Bon, si d'abord les classiques, comment tu fais pour aborder un groupe en fait? Alors, pour aborder un groupe, moi, je suis un peu de l'école de dire, j'ai regardé les DVD de Stone et compagnie, le bouquin et tout ça, très intéressant, qui lui dit, il y a plus ou moins, je crois, deux ou trois approches. C'est soit tu viens, tu te présentes en tant que magicien, soit tu fais un effet surprise, t'arrives, boum, tu fais apparaître un objet ou tu récupères un objet par terre. Euh, Moi, de plus en plus, j'essaye maintenant d'avoir une approche, entre guillemets, ce que j'appelle invité mystère. Ça veut dire que je me pointe, par exemple, si je te prends l'exemple d'un mariage, je me pointe à un groupe, je vais commencer à dire bonjour, à discuter 2 minutes, et d'un coup, au cours de la conversation, hop, excuse-moi, le téléphone qui sonne, je vais le couper, au moins on sera tranquille. Euh, et d'un coup, alors je disais, ouais, je me pointe, je commence à discuter, échanger deux, trois mots, et d'un coup, soit avec un finger flasher, soit une autre méthode, je vais faire apparaître soit un jeu de cartes, une pièce ou un objet quelconque que je vais utiliser tout de suite pour faire quelque chose, ou même des fois juste dire, bah, tenez, je vais vous montrer un truc amusant, et on est parti. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que les gens ne nous voient pas trop venir. Maintenant, ce que j'essaye au maximum de faire, c'est que les gens se rendent le moins compte possible que je suis magicien dans la soirée au départ, avant que j'ai commencé. Parce que souvent, en tant que magicien, on a une dégaine où les gens ils te repèrent et disent ah, vous êtes magicien. Et là, la surprise, elle est tout de suite gâchée. Je sais pas pourquoi. Bah, alors, c'est sûr, si tu laisses dépasser ton petite bicycle dans la poche, tout ça, c'est un peu grillé. Donc maintenant, j'essaye vraiment d'être très discret, tout en ayant une touche peut-être un peu d'originalité aussi, parce que c'est aussi comme ça qu'on a les marqueurs où les gens vont te reconnaître, mais d'arriver un petit peu comme une personne assez à l'aise avec le contact, qui va discuter et puis d'un coup commencer à amuser tout le monde et faire un petit peu son petit show de close-up. Bon, après, je pense que ça dépend aussi enfin, de l'environnement parce que C'est sûr, le c'est contexte. le premier groupe. Souvent, tu as fini le premier groupe, il y en a déjà qui ont un petit peu vu que voilà, ça réagissait. Et il y a les autres qui t'ont vu la première fois qui vont aller Exactement. ramener tout le monde, quoi. Enfin, parler. C'est ce que je dis souvent, c'est que de toute façon, c'est les trois premiers groupes qui vont, en fonction du nombre d'invités, hein, qui vont faire dire, ah, il y a une animation. Et tout de suite, tout le monde va repérer sur une jauge d'une centaine de personnes. Par exemple, sur un mariage où il y a au vin d'honneur, j'aime bien de prendre l'exemple du mariage parce que c'est quelque chose de familial, d'assez amical et tout. Dans ce contexte-là, tu vas avoir un premier groupe, tu vas avoir un deuxième. À partir du troisième, tout le monde a compris qu'il se passait quelque chose parce que entre les applaudissements, les rires et tout ça, et puis le petit attroupement qui se fait autour de toi, tout le monde a compris qu'il se passait quelque chose. Et donc, après ta présentation, tu n'as quasiment plus besoin de la faire. Tu viens, tu arrives, ils ont compris. Voilà. Mais maintenant, j'essaye au maximum d'éviter d'arriver avec mon jeu de cartes dans les mains qui fait tout de suite, bah, tenez, prenez une carte, c'est trop, entre guillemets, pas trop facile, mais trop cliché dans le sens où je veux pas que les gens se disent, ah tiens, on a un magicien et qu'ils aient tous les a priori que le mot magicien peut avoir. C'est comme le client qui te dit, bah, mais mettez un chapeau haut de forme, puis des gants blancs. Bah oui, vous allez dire à tout le monde que je suis magicien, tout le monde va voir que je suis magicien en faisant ça. Sauf que vous leur cachez toute la surprise et vous leur mettez tout plein de fausses idées dans leur tête parce que pour certains, la magie, ça peut être un truc hyper ringard, hyper poussiéreux parce que la dernière fois qu'ils ont vu un truc de magie, c'était quelqu'un qui faisait les pompons de Ali Bongo. Alors je dis pas que c'est un mauvais truc, mais il y a des fois on peut avoir des images un peu vieillottes de ce que c'est. Et dans l'événementiel actuel, j'ai envie de dire,
toutes les entreprises qui organisent, ils veulent des choses qui soient modernes, un peu dynamiques. Ils veulent qu'il y ait ce côté un petit peu interaction. Donc, pour moi, c'est important d'être un peu discret et après de faire éclater la surprise une fois qu'on est arrivé au groupe et qu'on joue avec eux. Ouais, non, mais c'est Voilà. intéressant, ouais. Voilà, c'est mon approche. Après, je dis pas que il y a pas de vérité absolue, hein. Et j'essaye souvent des nouvelles choses, hein, que ce soit d'arriver en faisant une blague, que ce soit d'arriver, bah tiens, en récupérant un objet. Je l'ai fait plein de fois aussi, récupérer une pièce, un briquet, et puis voilà. Ce que j'ai jamais fait, c'est de me balader avec le portefeuille en feu. Un jour, il faudrait que j'essaye, mais parce qu'à mon avis, ça attire l'attention, surtout quand il y a beaucoup de monde, comme dit Stone dans son bouquin. Mais ouais. Je pense qu'il n'y a pas de méthode absolue, il faut trouver sa méthode et chercher, toutes les essayer en fait. Oui, ben, c'est du test comme enfin, permanent, quoi. Exactement. Et une autre question aussi qui revient souvent, c'est quand il- comment tu fais pour gérer, on va dire, des spectateurs difficiles. Alors ça peut être plein de choses, mais voilà. Ouais. Alors je suis assez peu confronté aux spectateurs difficiles euh, parce que, alors je saurais pas dire exactement pourquoi, mais je pense que je pars déjà du principe que quand t'es sympa avec les gens, ils vont être sympas avec toi. Euh, Autre chose, faut pas les prendre pour des cons. 99% des personnes que tu vas rencontrer, une fois que tu vas avoir commencé, t'as beau dire que je suis magicien, ils savent très bien qu'il y a un truc. Et moi, je m'en cache pas qu'il y a un truc. Je le fais c'est très, dans mon pitch, c'est très rapidement, je dis, mais vous inquiétez pas, vous allez passer une bonne soirée parce que vous savez qu'il y a un truc. Et hop, ça désamorce ce fait il veut nous paraître supérieur. L'idée, c'est pas encore une fois, c'est vu que je me mets pas hyper en valeur, c'est pas moi je suis le super magicien, on va passer un bon moment. Ben voilà. Après, bien sûr, on peut arriver qu'il y ait des gens ils soient un peu le sceptique qui veut tout vérifier. Ben, en fait, moi, j'aime bien ce sceptique-là parce que si tu le gères bien, ça devient ton meilleur ami, ton meilleur allié. Tu le disais dans une vidéo il y a Ouais, quelques temps, parce que à chaque fois, tu vas le mettre à partie. Ben tiens, fais-le. Puis ça se passe dans ses mains et ça devient incroyable. J'ai un souvenir comme ça où il y a un gars qui était assez, assez rude dans le truc, un peu pénible, a gâché en fait le spectacle aux autres. Et c'était sur un bateau croisière en plus, c'était assez dans un espace très restreint, un repas croisière. Et à un moment ou à un autre, je me dis bah tiens, je vais quand même, faut que je me le mette dans la poche. Et je l'avais pas fait dès la première routine et je sentais vraiment qu'il était en train de me gâcher un petit peu et gâcher aussi le plaisir à tout le monde. Donc je lui dis bah tiens on va essayer un truc vu que tu as l'air assez à l'aise et je lui ai piqué sa montre. Je peux te dire qu'au moment où j'ai sorti sa montre de mon portefeuille, alors là il m'a fait ma promotion à toutes les tables de la soirée. Alors je pensais pas que ça allait se passer comme ça, mais c'est vrai qu'au début c'était l'inverse, il était plutôt en train de tout le temps descendre Gérard Majax machin ce genre de blagues qu'on entend de temps en temps. Et après, il était dans ce côté on t'encense. Alors moi, je suis pas fan de ça parce que justement, il te savonne un peu la planche et c'est encore plus difficile. Ah, vous allez voir, il va vous voler vos ouais, montres. Tu vas pas le faire à tout le monde. Puis si tu viens de dire ce que je vais faire, c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est comme ce spectateur qui dit ah tiens montre-lui le tour où il disparaît dans ses mains. Eh ben écoute, maintenant je peux plus le faire parce que tu viens de lui dire ce qui va se passer. Donc c'est dommage pour lui ouais, non, mais je pense que tout le monde a été confronté à ça. à ce genre de choses. Donc je pense il faut le gérer avec sympathie et si vraiment moi je pars dans le principe c'est que si tu sens qu'il n'y a pas de feeling avec un groupe tu finis ce que tu es en train de faire et tu les salues et tu t'en vas poliment. Parce que s'ils n'ont pas envie de profiter, ou s'il y en a un qui a cassé un petit peu le fait et qui a donné qui a blasé un peu les autres aussi de le voir, parce que le leader peut clairement dire faire bloquer pour tout le monde. Bon bah faut pas forcer les choses, ça sert à rien. La confrontation elle peut jamais être bonne dans ce contexte-là. Ouais, ouais, mais tout à fait. C'est un échange et pas un défi entre. Exactement, c'est pas un défi et encore une fois, pour moi, il y a pas du tout de notion de supériorité.
Généralement à la fin, quand les gens te posent des questions, tout ça, ils disent ah c'est incroyable ce que vous faites ou c'est génial, vous vous entraînez beaucoup, je suppose. Je lui dis ben en fait pas plus que vous dans votre métier. Vous faites tous les jours votre job. Vous êtes expert comptable, et ben tous les jours vous connaissez vos dossiers, vous les traitez. C'est votre expertise. Moi, mon expertise, c'est de faire des choses qui sont impressionnantes avec des objets du quotidien ou votre esprit. Mais c'est ni plus ni moins que de la répétition. Et en fait, on a tous des expertises dans plein de domaines. Et voilà. Donc, encore une fois, même dans mon discours, je dis pas que oui, j'ai passé 5 ans à m'entraîner sur tel. Non, c'est normal quand quelqu'un un menuisier, il passe des heures et des heures à affiner son travail et on lui dit pas ah c'est incroyable. Bah, c'est plus rare que nous quand voilà. Ouais, Ce qu'on fait, c'est très ouais. visuel. C'est-à-dire que quand on te dit, mettons, enfin, on te félicite, c'est une question que je vais poser parce que j'en ai parlé avec Draco qui, à un moment, on lui avait dit arrête de t'excuser quand on te dit, même si t'es pas satisfait à 100%, comment tu réagis toi quand on te dit ah mais c'est super, est-ce que tu restes juste tant que... Enfin voilà, quelle est ta réaction par rapport à ça? Comment tu le gères? Déjà, on les remercie. Moi, et encore une fois, je leur renvoie entre guillemets la balle, mais et je vais leur dire, c'est super parce que vous étiez là, parce Ouais, que vous avez voulu que ce soit super. C'est parce que c'est encore une fois, s'ils veulent que si je prends le close-up ou même la scène, mais s'ils veulent que le spectacle soit daubé, il sera daubé. S'ils veulent qu'il soit super, il sera super. Et il suffit des fois de 3 fois rien, des fois de juste faire rigoler la bonne personne qui va déclencher tout le monde de se dire bon bah ça va. Et si tout est fait, je pense, dans le respect d'autrui, y a pas de raison que ça matche pas. ouais, ouais, non, mais c'est tout à fait ça. Une question si t'avais, alors je sais que c'est compliqué s'il y en a plusieurs, c'est pas grave, mais si t'avais un souvenir, un marquant sur une prestation, je sais pas, quelque chose qui s'est passé, quelque chose qu'on t'a dit, qu'on a pu te dire, euh, ce serait quoi? Euh, En fait, un truc qu'on m'a dit sur une fin de prestation, c'est une personne j'avais fait un bout de numéro de mon spectacle de mentalisme et qui m'a dit, c'était génial, on a bien rigolé, c'était impressionnant et j'ai appris des choses. Et en fait, ça m'a vraiment fait plaisir parce que tout mon spectacle est plus ou moins écrit comme ça, en voulant leur apprendre des choses sur un petit peu les mécanismes du cerveau humain. C'est un spectacle de mentalisme. Et je me suis dit, bon, si déjà au début, parce que c'était au début où j'écrivais tout ça, les gens commencent à me dire ça, ça veut dire que je suis sur la bonne voie pour arriver à l'écriture. Après, des souvenirs, ouais, on en a plein. On en a plein qui sont tous géniaux, puis on en a qui sont moins bien. Ouais, mais Mais dans j'allais poser la question après, ouais. ça valorise. Et pour ta question d'après, un souvenir difficile, euh, qu'est-ce que je vais essayer de t'en trouver un. Là, j'en ai pas qui me viennent, mais si ça me revient tout à l'heure, je te le dirai. Mais si je pense qu'un des trucs peut-être les plus difficiles aussi, c'est quand on est un peu, quand on aime vraiment, quand on est passionné de ce qu'on fait. Quand on descend de scène, par exemple, je prends un exemple d'un spectacle de scène que j'ai fait. euh, on descend de scène et dans sa tête, les gens on voit visuellement que les gens sont super contents. Ça revient un petit peu à ce que tu as dit. Et nous, intérieurement, on a du mal à profiter de ça parce on ne voit que tous les détails qui n'allaient pas, de tout ce qui n'a pas marché, de qu'est-ce qu'il faut remodifier. Et donc, on profite pas de ce moment où en plus, des fois, bah, parce que des fois, avec la fatigue, on profite pas forcément de ce moment où les gens nous disent ah ben voilà et qui viennent discuter parce qu'on est déjà trop dans cette analyse de il faut que je change ça, il faut que je modifie ça, il faut que je voilà. Ouais. Ça c'est un petit peu un des souvenirs que j'ai assez récent, c'est d'être sorti d'un spectacle et d'avoir ressenti de me dire il faut que je modifie tant de choses et donc toute la petite partie d'après était où j'étais moins impliqué avec les gens parce que j'étais déjà dans ce côté je vais changer tout ça pour le prochain. Et donc, du coup, comme on a parlé de magie et de mentalisme, c'est une question que je pose. Selon toi, est-ce que tu peux mêler les deux, on va dire, par exemple, pendant une même presta euh, ou alors, voilà, est-ce que tu cloisonnes vraiment? Quel est ton avis sur ça? Alors paradoxalement, je mêle les deux en close-up
Par contre, sur scène, je ne le fais pas. Parce que sur scène, aujourd'hui, je fais que du mentalisme. Et je pense qu'on peut mêler les deux. Mais après, encore une fois, ça dépend d'une posture. Je pense qu'on ne peut pas mêler les deux si la posture de ton personnage, c'est j'ai des pouvoirs et ces pouvoirs ils me permettent de lire dans tes pensées. Tu peux pas dire après, ben tiens, je fais un tour de carte. Mais en même temps, je pense pas que tu puisses dire à quelqu'un j'ai des pouvoirs et je te fais un tour de carte. Parce que si tu as réellement des pouvoirs, tu demandes pas à quelqu'un de choisir une carte pour la retrouver. Tu fais, voilà. Si t'es capable de faire voler des objets, tu fais voler des objets avec ta pensée et voilà, tu fais ce que font les X-Men et compagnie. Si tu as réellement des pouvoirs, tu fais des vraies démonstrations incroyables. Tu te dis pas, je fais disparaître une pièce. Voilà. Donc, c'est une histoire de posture. Mais je pense qu'on peut mélanger les deux. Ouais, non, mais voilà, c'est bien. Euh, Après, il y a plein de gens qui disent on peut pas mélanger les deux, mais je pense vraiment que ça dépend comment c'est fait. Ouais, C'est, ok. Donc voilà la première partie. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la deuxième partie dans laquelle en fait on va parler déjà de la composition de tours. Donc c'est comme ça que dit Mathieu en fait. Il va pas parler de création mais de composition. Donc c'est un point de vue intéressant. Donc il l'abordera dans la deuxième partie. On verra également ce qu'il pense du marché de la magie et de l'évolution. Et en fait on va aller basculer directement en fait sur quelque chose en fait sur un projet qui a été développé, ça s'appelle SpinLab et donc il va vous expliquer pourquoi ce projet, ce site internet en fait a été développé suite en fait au constat qu'il y a eu par rapport au marché de la magie. Donc je vous laisse découvrir ça dans quelques jours. Bonne magie à tous, ciao.